Dans quel cas est-ce qu'on va recommander justement la B9? Oui, selon ce qu'on avait dit sur les fonctions métaboliques, on a quelques indications de la B9. Alors, je dis bien quelques indications parce que en réalité, il y a des dizaines d'indications pour la vitamine B9. Il y a des dizaines Mhm. d'applications, sauf que on n'a que quelques indications sur lesquelles il y a suffisamment de littérature scientifique. Et là, je parle des essais cliniques. Après, bon, toutes les autres indications, on peut les avoir. Certaines études montrent que ça fonctionne, d'autres non. On a des études précliniques, des études chez l'animal, in vitro, etc. D'autres indications sur lesquelles on n'a pas du tout d'études et c'est des suppositions connaissant la biochimie de la vitamine B9. Donc, on suppose que voilà, ça intervient dans telle ou telle fonction. Mais ce que je vais expliquer ici, c'est tout simplement les indications qui sont les plus avérées, sur lesquelles on a le plus de, de données scientifiques, d'études cliniques, De retour. etc. Voilà. Et donc, l'indication la plus connue, celle qui est vraiment la plus connue, la plus utilisée par la plupart des professionnels de la santé, des médecins, etc., c'est la prescription de la vitamine B9 et, au cours de la grossesse. Mhm. Et même, même avant la grossesse, en préconception, pour éviter, afin d'éviter les malformations congénitales, ou je dirais plus précisément, afin de réduire le risque de malformations congénitales de type spina bifida, par exemple. Malformation congénitale du système nerveux. Okay, puisqu'on avait dit que la vitamine B9 intervenait dans le cas du développement du système nerveux chez le fœtus et Chez le l'enfant. fœtus, ouais, ouais. Voilà. Donc ça, c'est une indication qui est bien connue. Après, maintenant, ce qu'on recommande le plus souvent, c'est l'acide folique. Ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait, c'est assez peu connu que l'acide folique, en tout cas dans le milieu médical, professionnel de la santé, etc., c'est assez peu connu que l'acide folique pourrait être toxique Mhm. dans certains cas. Dans d'autres cas, ça fonctionne plus ou moins bien, mais dans des cas où on a les mutations que j'ai expliquées, et je pense même qu'on avait fait une vidéo il y a assez longtemps, il y a eu une année ou plus, sur le MTHFR et les différentes mutations qu'on pourrait avoir. Donc, je pense qu'on mettrait aussi le lien de cette vidéo, je Ouais. pense, après. Voilà. Donc, ensuite, donc, on pourrait, bien entendu, et naturellement, comme n'importe quel micronutriment ou vitamine, on pourrait recommander la vitamine B9 en cas de carence en vitamine B9, mais comme j'avais expliqué déjà, il est très difficile de distinguer cliniquement une carence en vitamine B9 d'une carence en vitamine B12. Donc, il faudrait faire des dosages et les dosages doivent être des dosages érythrocytaires Mhm. et non pas sériques. Les dosages sériques ne sont pas précis, non pas, on va dire, pour la plupart des micronutriments, des vitamines surtout, parce que ce qu'on a besoin, en fait, c'est de la vitamine B9 dans les cellules et non pas dans ce qui circule dans le sang. Donc, le dosage sérique reflète la quantité de vitamine B9 circulante, bien sûr, qui est bien entendu corrélée avec éventuellement des carences ou des excès, mais c'est pas aussi bien corrélé que quand on regarde au niveau des érythrocytes, qui sont des cellules en fait. Donc, les érythrocytes, c'est les globules rouges, mais c'est des cellules. Donc, quand on regarde dans les érythrocytes, on a une corrélation plus importante par rapport au contenu de la vitamine B9 qu'on trouve dans les autres cellules que quand on regarde dans le sérum. Donc, euh, ça serait intéressant de voir dans ce sens-là. Et puis, outre donc, les carences, les malformations congénitales, etc., on peut avoir aussi, comme j'avais déjà expliqué, et comme tu l'as fait signaler au début, donc dans les cas de certaines anémies mégaloblastiques. Pas toutes les anémies mégaloblastiques, mais il y a certaines anémies qui sont B9 dépendantes, voire B12 dépendantes aussi. Donc là, ça pourrait régler la problématique. En général, les anémies qui sont fer dépendantes ou fer prives ne sont pas sensibles à la vitamine B9.
On pourrait donner de la vitamine B9. Rien n'empêche de donner de la vitamine B9 pour ce type d'anémie, mais il ne faut pas s'attendre à un résultat intéressant. Donc, c'est en général parce qu'en fait, anémie mégaloblastique et anémie microcytaire, c'est en fonction d'où intervient le micronutriment dans la voie de synthèse des globules rouges. On avait dit que la B9, B12 intervenait plus tôt et le fer intervenait plus tard. Et donc, ça fait cette différence-là. Bon, je ne pourrais pas vous expliquer ici, sinon ça prendrait plus de temps. Mais en tout cas, on a certains types d'anémies qui sont B9 dépendantes, voire B12 dépendantes aussi. Et à ce moment-là, la B9 serait intéressante. Donc, on avait parlé aussi du risque cardiovasculaire, donc le fait de diminuer l'homocystéine, que ça réduit le risque cardiovasculaire. Et l'un des moyens et l'une des voies les plus intéressantes pour diminuer l'homocystéine, c'est de convertir l'homocystéine en méthionine, parce qu'ensuite, la méthionine, parce que c'est un cycle en fait, c'est l'homocystéine qui se convertit en méthionine et la méthionine qui se convertit ensuite en homocystéine en passant par un métabolite qui s'appelle le S-adénosylméthionine. Et sauf que ici, vous allez me dire, OK, on convertit l'homocystéine en méthionine, on a réduit l'homocystéine, sauf qu'ensuite, la méthionine revient en homocystéine. Dans ce cas, on n'a rien réduit, sauf qu'ici, on a le S-adénosylméthionine qui part dans les 3/4 à peu près, 75% de ce S-adénosylméthionine qui se situe entre la méthionine et l'homocystéine, il part dans les voies de la méthylation. Donc en fait, ce qui revient de la méthionine vers l'homocystéine, c'est juste le quart. Et dans ce cas, on a réduit, à chaque cycle, on réduit de 3/4 l'homocystéine, biochimiquement parlant. Donc la vitamine B9 qui est le cofacteur avec la vitamine B12 de la méthionine synthase qui fait cette conversion-là est très important dans ce sens-là. Et puis, on a aussi quelques autres applications comme par exemple qui sont un peu moins connues sur le plan biochimique, mais qui restent aussi des applications intéressantes parce qu'on a des essais cliniques là-dessus. Le fait d'utiliser par exemple la vitamine B9 pour diminuer les effets secondaires de certains traitements comme le méthotrexate par exemple, ou dans les effets secondaires, certains effets secondaires par exemple se présentent sous forme de nausées, vomissements, etc. Donc la vitamine B9 pourrait améliorer donc, ces effets secondaires. En tout cas, c'est ce que montrent certains essais cliniques. Aussi, on peut avoir aussi la vitamine B9 en association avec la vitamine B6 et la vitamine B12 dans le cas, ou en tout cas comme protocole ou comme stratégie d'intervention dans le cas de dégénérescence maculaire, donc en ce qui concerne les yeux, ou la baisse de la vue chez les personnes âgées, dégénérescence maculaire. Et puis, en plus de ça, on avait parlé de la vitamine B9 dans le cycle de Krebs et dans la production d'ATP, et dans ce cas, la B9 pourrait être intéressante aussi, avec la B12 toujours, dans les cas de syndrome de fatigue chronique aussi. Et puis, certaines études aussi montrent que la prise de vitamine B9 pourrait réduire aussi le risque d'infarctus de myocarde de 10 à 25%, ce qui est considérable, surtout chez les personnes à risque ou chez des personnes qui ont déjà fait un infarctus et qui risquent de récidiver aussi. Ça serait aussi intéressant donc, de donner de la B9, de la 5-MTHF chez ces personnes-là. Et puis, sans parler d'autres fonctions aussi sur la dépression, sur la mémoire, sur la capacité cognitive et ainsi de suite. Il y a un tas d'autres applications, comme je vous ai dit, qui sont plus ou moins avérées et qu'on pourrait aussi, dans lesquelles on pourrait aussi recommander la vitamine B9.